Est-ce que vous le saviez? En ce moment même, de nombreuses multinationales américaines quittent le pays, mais la presse reste quasiment silencieuse. Des géants comme Coca-Cola ou General Motors déménagent discrètement vers le Canada, pendant que des emplois disparaissent à Détroit dans l'Ohio ou au Texas. De nouvelles usines surgissent en Ontario et au Québec avec à la clé des contrats de plusieurs milliards de dollars et des milliers de postes créés. Et le plus choquant, même les symboles que l'on croyait intouchables sont en train d'abandonner leur terre natale en silence. Restez bien jusqu'à la fin car cette liste risque vraiment de vous laisser sans voix. Et ce n'est pas seulement la perte d'une entreprise, c'est la disparition d'un véritable symbole. Numéro 6, Coca-Cola. Qui aurait pu imaginer que Coca-Cola, cette marque longtemps considérée comme la star, associée à l'image des soldats américains, à l'emblème rouge et blanc, des matchs de baseball aux après-midi d'été ou aux barbecues familiaux, tournerait un jour le dos aux États-Unis. Et pourtant c'est bien la réalité. Pas d'annonce officielle, pas de cérémonie d'adieu, juste soudain une nouvelle usine d'emballage surgit en Ontario, puis un contrat sur l'aluminium signé au Québec. Tout cela dans un silence total. Mais pourquoi? Parce que les tarifs douaniers américains frappent de plein fouet le secteur de l'aluminium importé. Le prix de l'aluminium s'est envolé, faisant grimper en flèche le coût de production des canettes Coca-Cola fabriquées aux États-Unis. Face à l'alternative de perdre des milliards de dollars ou de trouver une issue de secours, Coca a choisi la deuxième option, se tourner discrètement vers le nord. Et attention, ce n'est pas seulement l'histoire de quelques canettes en métal. C'est toute une chaîne d'emplois qui disparaît des usines américaines. Les prix de détail augmentent et la canette Coca Made in USA que vous tenez dans vos mains pourrait bien en réalité avoir été produite au Canada. Nous ne parlons pas ici d'une entreprise quelconque, mais de Coca-Cola, le symbole numéro 1 de l'Amérique. Si même Coca choisit de partir pour économiser quelques milliards, qui sera le prochain Ford McDonald's, ou peut-être même une star de la pop. Restez avec nous, car ce qui vient ensuite est encore plus pétillant que les bulles dans une canette de soda. Numéro 5, General Motors, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? L'époque où GM représentait la fierté de l'Amérique, le rêve de Detroit. Votre grand-père a peut-être assemblé une Buick, votre oncle conduisait une Chevrolet. Et à chaque Thanksgiving, il y avait sûrement quelqu'un à table qui touchait son salaire grâce à GM. Mais en 2025, ce géant se fissure comme la peinture écaillée d'un pick-up oublié au fond d'un garage. Le plus surprenant, personne ne tire la sonnette d'alarme. On croyait que GM, pilier de l'automobile américaine, allait se battre jusqu'au bout. Mais au lieu de résister, GM a pris un virage en douceur, direction le Canada. Tandis que les Américains s'étonnent des prix des voitures neuves qui s'envolent en Ontario, GM pose tranquillement les bases d'une stratégie à long terme. Regardez bien, GM ne peut pas tout produire seul, il a besoin de milliers de pièces venant de centaines de fournisseurs. Puis les tarifs douaniers sont tombés comme un coup de massue. Les coûts ont triplé surtout pour l'acier et l'aluminium avec des taxes canadiennes grimpant jusqu'à 50% à la mi-2025. Résultat, la chaîne d'approvisionnement américaine est devenue un gouffre financier. Et contrairement à une canette de soda, une voiture ne peut pas juste augmenter de 5 ou 10 dollars. Personne ne sort 40 000 dollars simplement parce que les coûts ont grimpé. La demande s'effondre et GM n'a pas hésité, le Canada est devenu la porte de sortie. Premier signal des milliards injectés dans GM Canada, depuis 2020, plus de 2,6 milliards de dollars ont déjà été investis. Si l'on zoome, on voit une nouvelle ligne de production de véhicules électriques à Sainte-Catharines, un centre flambant neuf pour moteurs EV et même une gigantesque usine de batteries au Québec en partenariat avec POSCO. Ce n'est plus de la diversification, c'est un plan de migration à long terme. Pendant ce temps, aux États-Unis, les usines s'assoupissent. Ingersoll a licencié plus de 1200 personnes en avril 2025. Le communiqué parlait de fermeture temporaire en attente de restructuration. Mais tout le monde le sait, les rappels se font rares. A l'inverse, le Canada embauche massivement. Des centaines d'emplois nouveaux dans les véhicules électriques, les logiciels, l'automatisation. Le prochain centre d'innovation de GM, ni Détroit, ni Toledo, mais bien Ontario et Québec, les PDG continuent d'affirmer que GM reste attaché à l'Amérique. Mais dans la réalité, chaque dollar investi au Canada est un dollar qui ne revient pas à Flint, Toledo ou Détroit. Et à mesure que les usines et les contrats se déplacent, les petites villes américaines se vident, les écoles perdent leurs élèves, les commerces fermant l'immobilier s'effondrent, la confiance disparaît. Ce n'est pas un jeu politique ni une crise passagère. C'est une équation froide, vitesse, profit, stabilité. Le Canada les offre, l'Amérique non. Le logo GM brille encore sur les concessions de l'Ohio et du Texas. Mais les cerveaux, la technologie, les batteries des voitures naissent désormais au nord. Ce n'est pas une trahison, c'est du business. Mais si même GM, ce monument de l'automobile américaine, franchit la frontière, imaginez à quelle vitesse les petites entreprises suivront. La prochaine voiture Made in USA que vous achèterez pourrait bien sortir d'une usine canadienne.
Et là, il ne s'agit pas seulement de perdre une entreprise, c'est la perte d'un symbole. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Le prochain nom sur la liste va vous surprendre encore plus. Numéro 4, Alcoa Corporation. Personne n'en parle, pas de gros titres, pas d'alerte, pas de cri d'alarme. Et pourtant, chaque tonne de métal produite raconte un basculement profond. L'aluminium que nous voyons chaque jour dans une canette de soda, la carrosserie d'une voiture, l'aile d'un avion, un réfrigérateur ou même les gratte-ciel portent de plus en plus l'étiquette Made in Canada. Et derrière cette réalité, il y a Alcoa, pilier de l'industrie américaine depuis plus de 100 ans qui glisse doucement vers le nord. Sans bruit, sans conférence de presse, sans grand discours. Ce n'est pas un simple transfert pour réduire les coûts. C'est une séparation lente, méthodique, presque chirurgicale. En 2025, Alcoa encaisse 3 coups fatals. Premier coup, le prix de l'électricité aux États-Unis explose à des niveaux inimaginables. Deuxième coup, un parc d'usines vétuste, à bout de souffle, incapable de suivre la demande moderne. Troisième coup, le gouvernement américain ajoute un cadeau empoisonné, une taxe de 25% sur l'aluminium importé. Oui, vous avez bien entendu, l'Amérique vient de se tirer une balle dans le pied. La réaction d'Alcoa semble faire ce que tout géant blessé ferait tourner la tête vers le Canada. Pas de bruit, pas d'éclat. À Houston, l'activité ralentit pendant qu'à Montréal, ça s'active de plus en plus. Au Texas, une équipe est dissoute tandis qu'au Québec, les camions sortent des usines sans relâche. Un projet d'1 milliard de dollars pour moderniser l'usine de Bécancour est suspendu sine die. Mais le contrat d'électricité hydroélectrique lui est prolongé jusqu'en 2040. Rien qu'en lisant cela, on comprend qu'il s'agit d'un tournant stratégique. Soyons clairs, l'aluminium n'a rien de glamour. Ce n'est ni une technologie sexy, ni une mode passagère. Mais c'est un matériau absolument essentiel. Et quand Alcoa s'enrhume, c'est toute l'économie américaine qui attrape froid. Des constructeurs automobiles aux fabricants d'électroménagers, des géants des boissons aux petites usines de fenêtres, tous dépendent d'Alcoa. Si l'approvisionnement bascule vers l'extérieur, c'est toute la chaîne qui vacille. Et ces secousses ont déjà commencé. Des ouvriers perdent leur emploi dans des villes où l'usine faisait vivre toute la communauté. Des mineurs s'inquiètent, la prochaine livraison n'arrive jamais. Des chauffeurs routiers apprennent que cette semaine, il n'y aura pas de trajet. Non pas parce que la demande s'effondre, mais parce que l'aluminium brut part désormais directement du Québec et Alcoa ne cache rien. Dans son rapport trimestriel, la société écrit noir sur blanc, rien que pour les 3 premiers mois de 2025, les taxes ont ajouté 20 millions de dollars au coût et le prochain trimestre pourrait en rajouter 90 de plus. Ce n'est pas une simple égratignure, c'est un coup de massue. Plus grave encore, ils annoncent clairement qu'ils n'ont aucune intention de redémarrer les usines américaines mises à l'arrêt. Pour le dire sans détour, produire à l'étranger coûte moins cher, puis réimporter l'aluminium vers les États-Unis. Pourquoi le Canada gagne-t-il à ce point ? Une raison limpide, une énergie hydroélectrique verte, abondante et bon marché. Rien qu'au Québec, 2100 MW ont été garantis pour Alcoa et ce, jusqu'en 2040. C'est assez d'électricité pour alimenter un petit pays entièrement consacré à transformer la bauxite en aluminium haut de gamme. Le résultat, chaque tonne d'aluminium produite au Québec équivaut à un emploi perdu au Kentucky, un poste supprimé, au Texas un diner de quartier qui ferme faute de clients. C'est une perte silencieuse, pas un effondrement brutal mais une lente érosion jour après jour. Et ne croyez pas que ce soit temporaire. Personne ne signe un contrat énergétique de 15 ans juste pour essayer. Personne ne gèle un projet d'1 milliard pour attendre. L'avenir d'Alcoa se forge désormais dans les fonderies du Québec plus dans celles des États-Unis. Alors la prochaine fois que vous ouvrez une canette, posez la main sur le capot brillant d'une voiture ou levez les yeux vers un gratte-ciel de verre, demandez-vous, est-ce encore une lueur américaine ou seulement un éclat importé ? Avec Alcoa, la réponse est déjà tranchée, les camions ont quitté l'Amérique. Numéro 3, Campbell. Qui aurait pu imaginer que même un simple bol de soupe puisse quitter l'Amérique ? Et pourtant, c'est la réalité. Campbell, la marque iconique, avec sa boîte rouge et blanche présente dans toutes les cuisines, fait doucement ses valises vers le nord. Il ne s'agit pas d'un produit dépassé des années 90. Campbell, c'est un géant de l'agroalimentaire valant plusieurs milliards de dollars mais qui n'en peut plus de la flambée des prix et de l'instabilité économique aux États-Unis. Le nœud du problème est clair, plus de 90% des produits Campbell sont emballés dans des boîtes en aluminium. Lorsque Washington a imposé une taxe de 25% sur l'aluminium canadien et que les prix ont continué de grimper, Campbell s'est retrouvé dos au mur. Car l'entreprise ne produit pas son aluminium, elle l'achète, et quand les coûts d'approvisionnement explosent, c'est le consommateur final qui trinque. Sauf que les clients de Campbell ne sont pas des millionnaires. Ce sont des familles ordinaires qui comptent chaque centime. Si une boîte de soupe augmente de 10 centimes beaucoup, se tourneront vers une autre marque ou arrêteront tout simplement d'acheter.
Le choix était brutal, augmenter les prix et perdre des clients fidèles ou déplacer une partie de la production vers un endroit plus stable, avec une énergie moins chère et une réglementation plus prévisible. Campbell a choisi la deuxième option. Pas de conférences de presse, pas de campagne tapageuse, juste des contrats d'emballage signés en Ontario, des offres d'emploi publiées à Toronto et à London. La tendance est nette, Campbell se déplace et ce n'est pas vers le sud. Mais Campbell, ce n'est pas seulement quelques boîtes de soupe qui changent d'adresse sur une carte. Derrière chaque boîte rouge et blanche, il y a tout un écosystème, une imprimerie d'étiquettes dans l'Ohio, une ferme de carottes dans le Michigan, un chauffeur routier en Pennsylvanie. Quand Campbell délocalise une partie de sa chaîne, tout l'édifice économique vacille. Sur le plan financier, 2025 sonne l'alerte. La prévision de croissance attendue à 11% est révisée à seulement 6-8%. Pourquoi ? À cause des taxes, de la hausse de l'aluminium, de l'électricité plus chère. Rien qu'en un trimestre, les coûts liés à l'aluminium et à l'acier ont englouti 90 millions de dollars. Pendant ce temps, le Canada se présente comme une destination idéale, énergie bon marché, cadre réglementaire stable, loin des montagnes russes fiscales et des coûts imprévisibles américains. Pas étonnant que Campbell ait fait son choix. À Montréal, les ports s'animent, les containers s'empilent. Dans plusieurs usines américaines, les chaînes ralentissent, tout s'arrête. Ce n'est plus seulement l'histoire de Campbell, c'est un signal. Quand même l'emballage d'un produit alimentaire de base devient trop coûteux, l'effet domino est inévitable. Si Campbell n'arrive plus à maintenir une marge correcte sur une boîte de soupe sans augmenter les prix, au point de perdre ses clients, que peut-on espérer pour les autres secteurs ? Ce n'est pas une inflation passagère, c'est une hausse structurelle des prix sur des biens essentiels. Et bien sûr, personne ne veut voir un titre de presse du genre « Campbell quitte l'Amérique ». Alors, la société avance en silence. Moins de boîtes produites aux États-Unis, plus de contrats signés au Canada, moins d'emplois sur le sol américain, moins d'activité économique, mais personne n'en parle. Alors, la prochaine fois que vous réchauffez un bol de soupe au poulet Campbell et que vous lisez sur l'étiquette produit au Canada, ne croyez pas que ce soit un détail anodin. C'est la preuve claire qu'un symbole culinaire américain est en train de quitter la table familiale. Numéro 2, Tesla. Souvenez-vous, il y a quelques années, Tesla faisait trembler la planète entière avec ses lancements spectaculaires et ses déclarations fracassantes. Aujourd'hui, le ton a changé, Tesla murmure en français et rédige ses plans détaillés en Ontario. L'entreprise ne se contente plus de redéfinir l'industrie des véhicules électriques, elle redessine la carte mondiale de la production technologique. Ce n'est pas un coup de com' ni un tweet provocateur d'Elon Musk, c'est une stratégie froide, méthodique, basée sur des données et des réalités concrètes. Et la réalité de 2025 est limpide, le réseau électrique américain est à bout de souffle. Les factures d'électricité augmentent plus vite que l'action Tesla à son âge d'or. Chaque nouveau projet d'usine se perd dans un labyrinthe administratif avec feu rouge et feu vert qui s'enchaînent sans logique. Tesla ne crie pas, Tesla calcule et trouve une terre plus stable, le Canada. L'Ontario et le Québec disposent de ce que Tesla recherche désespérément, une énergie hydroélectrique propre, abondante et bon marché. Mais pas seulement. Le processus d'approbation est plus rapide et surtout l'accès à des matières premières stratégiques, lithium-graphite, terres rares. Pour un constructeur de batteries et de voitures électriques, c'est le jackpot. Un exemple, l'usine de Markham près de Toronto. Ce n'est pas un petit atelier secondaire. Elle devient le nouveau centre d'automatisation de Tesla. Les annonces de recrutement pleuvent ingénieurs experts en robotique, développeurs logiciels. Et tout cela sans le moindre post tapageur sur X ex-Twitter. En un clin d'œil, les robots Tesla ne sortent de plus du Texas, mais du Canada. Et ce n'est pas fini. Au Québec, Tesla prépare un plan encore plus ambitieux, bâtir une chaîne d'approvisionnement complète de l'extraction des matières premières à la production de batteries. Le gouvernement canadien a lancé un plan colossal, plus de 52 milliards de dollars pour développer l'industrie des batteries. Un tapis rouge déroulé pour Tesla. Pendant qu'aux États-Unis, les coupures de courant deviennent la nouvelle normalité et que le prix de l'électricité ressemble à un film d'horreur, construire une gigafactory sans interruption est mission impossible. Tesla n'annonce rien officiellement. Mais en coulisses, les projets américains ralentissent, certains sont suspendus, d'autres plongent dans le silence. Certains diront qu'il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une expansion. Le problème, c'est que lorsqu'une entreprise comme Tesla se déplace, tout un écosystème suit derrière. Fournisseurs de puces start-up d'IA, entreprises d'énergie solaire, tous emboîtent le pas. Quand Tesla prend racine au Canada, l'effet domino est inévitable et le plus frappant. Même quand les ventes au Québec chutent de 87% en 2025, après la suppression des subventions et l'ajout de nouvelles taxes, Tesla continue d'investir. L'entreprise ne joue pas pour le court terme, mais pour s'implanter durablement, tandis qu'aux États-Unis on débat encore de subventions de syndicats et de programmes d'aide brouillons, le Canada résume son message en une phrase « Vous cherchez du terrain, de l'énergie et de la stabilité, venez ici ». Et Tesla a immédiatement creusé ses fondations. Que signifie tout cela ? Une entreprise autrefois considérée comme l'élite de la technologie américaine construit désormais son avenir, hors des États-Unis, discrètement mais sûrement.
Peut-être que le Cybertruck que vous attendez depuis des mois sortira d'une usine balayée par le froid canadien. Peut-être que la prochaine révolution des batteries viendra d'une équipe d'ingénieurs de Montréal, ceux qui prennent leur café chez Tim Hortons avant d'entrer en labo. Tesla ne tourne pas complètement le dos aux États-Unis. Mais elle a fait un pari colossal sur le Canada, un choix réfléchi stratégique. Et c'est ce silence qui inquiète le plus. Parce que l'avenir ne se construit pas seulement, il est en train de basculer. Numéro 1, Ford, ce nom qui a autrefois mis le monde entier sur 4 roues. Aujourd'hui, la marque prend un virage radical et non pas vers les muscles cars américains symboles des autoroutes et de la classe ouvrière, mais bien vers le Canada. En 2024, discrètement, sans tambour ni trompette, Ford a investi 2-3 milliards de dollars dans son usine d'Oakville en Ontario, ni Détroit, ni le Texas, et l'objectif n'était pas de petits modèles électriques. Non, ils ont choisi leur machine à cash, le modèle le plus rentable, la gamme F-Series Super Duty, ces camions lourds qui constituent l'épine dorsale des revenus de Ford. Pendant que l'Amérique se perd encore dans des débats sans fin sur essence ou électrique, Ford redessine tranquillement la carte industrielle de l'Amérique du Nord. À l'origine, Oakville devait devenir une super usine pour SUV électriques. Mais lorsque la bulle de levée a éclaté et que le coût des batteries a flambé, Ford a appuyé sur le frein. Les projets électriques les sont repoussés à 2027. À la place retour au thermique, retour au camion, plus simple, plus rentable. Et devinez où il est plus facile, plus rapide et moins cher de produire au Canada. En Ontario, 90% de l'électricité provient de sources renouvelables, principalement de l'hydroélectrique. Une énergie propre, stable, abordable, presque trop belle pour être vraie. Ford ne ferme pas la porte aux États-Unis. Ils optimisent. Pendant que les usines américaines s'embourbent dans les grèves et les négociations interminables, le Canada déroule le tapis rouge. Vous cherchez du terrain, de l'électricité propre, des avantages fiscaux, les voilà, et Ford répond « Marché conclu, résultat 1800 emplois pour les Canadiens ». Les sous-traitants déplacent leurs contrats vers le nord. Et plusieurs villes américaines commencent à réaliser que les opportunités leur échappent. Ce n'est pas une fuite bruyante. C'est une fuite lente, chute une infiltration silencieuse comme l'eau qui creuse la pierre. Une délocalisation industrielle feutrée mais redoutablement efficace. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un F-150 rugissant sur l'autoroute, regardez bien les petites lettres à l'arrière, car ce symbole de la muscle car américaine pourrait désormais parler avec l'accent de l'Ontario. Et si vous voulez continuer à suivre ce voyage au cœur des vérités cachées derrière les gros titres, en apparence banals, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car ce n'est que le début d'une série d'histoires qui risque de vous surprendre. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux, des données publiques et des documents officiels à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée politique, n'attaque ni personne, ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif, ouvrir une autre perspective pour que nous ne soyons pas laissés pour compte.